on est sur le deuxième webinaire de notre cycle Santé, environnement et achat public. Quelle prescription? Point d'actualité. Aujourd'hui, on parle qualité de l'air intérieur avec Anne-Estelle de la société Grise qui lance son support. Ouais, super. Et je vais te laisser te présenter, présenter ta structure et puis on fait un point sur la QAI. Vous êtes un certain nombre de participants. Voilà, il y a du monde qui arrive au fur et à mesure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat pendant le déroulé de l'intervention d'Anne-Estelle. Et puis après, on aura un temps de débrief. J'arrêterai l'enregistrement pour nous, voilà, si vous voulez rallumer les caméras. Je te laisse prendre la parole. Merci Anne. Donc, nouvelle réglementation qui est nouvelle sans être nouvelle, puisque quand même elle est sortie en décembre 2022. Et donc, je vais vous faire un point sur cette nouvelle réglementation avec aussi des retours que nous, on peut avoir en termes de bureau d'études pour avoir mis en œuvre l'ancienne et on est en train de dérouler cette nouvelle réglementation aussi également pas mal en Gironde. Alors, pourquoi j'interviens? Parce que Grise, c'est vrai qu'on a des références en gestion du risque sanitaire sur l'eau, l'air et l'environnement. Donc, gestion sanitaire qui vise à protéger à la fois l'usager, le patient, l'élève, le salarié par rapport à un risque sanitaire qui peut être lié soit à l'air, donc la matrice air, soit à la matrice eau. On va venir intervenir en diagnostic réglementaire ou pas réglementaire pour apporter et essayer de trouver des solutions pour nos clients et nos maîtres d'ouvrage pour pouvoir faire évoluer leur gestion de la qualité de l'air et pour pouvoir aussi aller plus vers Notre objectif, nous, c'est de faire du préventif et pas éviter et les curatifs et les gestions de crise. Parce que un, c'est plus positif et deux, les clients, ça leur coûte toujours en termes d'image et en termes de financier, c'est toujours mieux. Voilà. On a participé à différents guides et on a les anciens agréments aussi pour tout ce qui est contrôle de l'aération et l'assainissement des lieux de travail. Et non, on est en cours de demande d'accréditation parce que il y a eu une évolution sur cet aspect-là. Nos références chez Grise, alors on parlait avec Sabadiboum tout à l'heure, avec le CEREMA, on travaille en commissionnement par exemple sur le plan collège de la Gironde, sur différents collèges, donc par exemple le collège Ginko, celui de Blanquefort et d'autres. On travaille beaucoup pour Bordeaux Métropole et les communes qui sont dans Bordeaux Métropole, région Nouvelle-Aquitaine sur leur patrimoine, le département, tant au niveau de leur patrimoine que leur collège. Voilà, pas mal de références au niveau collectivité, mais aussi également en santé, puisqu'on travaille là, on va être plus sur une gestion de salles propres, donc, mais aussi au niveau bureau et au niveau salarié, on a une action en qualité d'air intérieur. Et puis après, la partie industrielle qui est un peu plus à part, puisque là, on va être avec travail au poste de travail, que ce soit en industrie, on travaille beaucoup pour le groupe Safran, et donc avec beaucoup de postes liés à l'aéronautique. Bon, ça, c'est pour dresser en vitesse notre structure. Maintenant, je vais aborder la partie réglementaire et ce qui nous intéresse aujourd'hui. Une première petite slide pour vous rappeler et vous dire qu'au final, sur la partie gestion de l'air, la réglementation est quand même assez antique, on va dire. Hein. Je ne vais pas utiliser un mot un peu extrême, mais c'est ça. Et assez complexe, puisqu'on va retrouver des exigences réglementaires sur différents régimes ou environnements. On va retrouver le RSD, qui est le règlement sanitaire départemental, qui est un RSDT qui est type global et qui a été appliqué après au niveau des départements, mais en général, ça reste toujours le même, qui est toujours en vigueur et qui date quand même de 1983, en tout cas pour la Gironde, dans son mise en application. On va retrouver la partie code du travail, on va être concerné parce que dans les écoles, crèches, lycées, vous allez à la fois avoir des élèves qui vont relever du règlement sanitaire départemental, mais aussi des professeurs, des ATSEM, du personnel qui relève, lui, du code du travail. Et le code de l'environnement qui a
nous fournit ces différents textes qui sont émis, qui sont intégrés, et qui nous donnent de nouvelles obligations de contrôle dans ces établissements ERP qui sont liés à la petite et à la grande enfance. Donc, les différentes exigences s'entrecroisent, se mêlent, sont complémentaires, voilà, il faut aller chercher et connaître un peu ces différents environnements juridiques pour pouvoir mettre en place au final ce qui est attendu au niveau de vos établissements. Un petit zoom juste sur l'ancienne réglementation, parce que je suppose que beaucoup d'entre vous l'ont mise en œuvre déjà. Donc, l'ancienne réglementation demandait de réaliser une évaluation des moyens d'élaboration avec un fréquentiel de 7 ans et après proposer soit deux pistes, soit une piste de guide d'autodiagnostic, soit on pouvait réaliser des campagnes de mesure de polluants. Là, le binôme évaluation de moyens d'aération plus guide autodiagnostic menait à chaque fois à un plan d'action qu'on devait remettre à jour. La partie campagne de mesure de polluants devait être faite tous les 7 ans. Et il y avait une récurrence, mais on était un peu dans l'expectative pour la suite par rapport à ces campagnes de mesure de polluants. Le planning qui était mis en œuvre allait jusqu'à l'année dernière, 2023, pour tout ce qui était personnes âgées, malades et autres. Les documents d'application n'étaient pas sortis, mais voilà, on avait un calendrier de mise en œuvre qui est conjoint ou en tout cas qui est successif par rapport aux arrêtés qui sont sortis et décrets qui sont sortis en décembre 2022 que je vous présente ici. Alors, pourquoi cette évolution? Parce que aussi, au niveau national, on a le PNSE 4 qui a accès finalement et qui remet une petite couche, je dirais, entre guillemets, sur la partie amélioration de la qualité de l'air intérieur et notamment sur la partie pour les populations qui sont sensibles, à savoir les crèches, les écoles. Donc, il nous demande de consolider la surveillance de la qualité de l'air dans ces établissements et d'intégrer tout ce qui est conditions d'aération et de ventilation, et tout ça associé aussi avec les diagnostics de performance énergétique. Donc, cette évolution réglementaire s'inscrit réellement dans la volonté nationale, sachant que, comme vous le savez, hein, le plan national santé-environnement est co-construit par tous les différents ministères, donc c'est important de le prendre en compte. Donc l'axe est de réduire les expositions environnementales affectant la santé humaine et celle des écosystèmes. Donc ce PNSE 4 2021, publié en 2021, complété après des nouveaux textes, à savoir la révision de la valeur guide de la qualité intérieure qui a été fait pour le formaldéhyde. Et puis, on a eu aussi notre épisode Covid hein, qui a marqué tout à chacun, mais aussi la partie ventilation, parce que pour nous, en termes d'aération, ventilation, qualité de l'air intérieur, ça a été quand même ça a été quand même pas mal mis en exergue puisqu'on a parlé beaucoup d'aération et de mesures de CO2. Le Haut Conseil de la santé publique a sorti beaucoup d'avis relatifs justement à cette mesure de CO2 à suivre dans les établissements. Et ces différents conseils préconisations ont été repris dans le cadre des décrets qui sont sortis en décembre 2022 et qui sont à mettre en application. Alors, les textes. Il y en a un certain nombre. C'était le petit cadeau de Noël de Noël 2022. Donc, 2 décrets, 3 arrêtés, avec des décrets portant plus globaux sur les modalités de surveillance de la QAI, avec un arrêté qui le met en application derrière. Et puis après, un décret qui zoomait davantage sur la partie évaluation des moyens d'aération et les mesures de polluants. Et après, vous retrouvez, pareil, 2 arrêtés qui spécifient et qui donnent plus d'informations à la fois sur le rapport d'évaluation des moyens d'aération et un autre sur la partie lecture directe de la concentration
en CO2, qui est la petite nouveauté, quoi, une des nouveautés de ces nouveaux textes réglementaires. Alors, le nouveau dispositif en place, que demande-t-il? Il demande une évaluation des moyens d'aération, un autodiagnostic et des campagnes de mesure de polluants. Je vous ai présenté tout à l'heure les anciens textes, donc c'était déjà plus ou moins demandé, mais on va voir que ce qui va différer ici, ça va être le fréquentiel de mise en œuvre. À savoir que l'évaluation des moyens d'aération était demandée tous les 7 ans. Maintenant, il est demandé de manière annuelle avec une mesure du CO2 qui doit être fait en direct dans les établissements. La partie autodiag, qui était faite aussi avec un fréquentiel plus important, mais maintenant est demandé à faire tous les 4 ans. Dans sa composition et pour ceux qui ont pu déjà le mener, dans sa composition et dans sa formalisation, il y a peu de différence. Il correspond à ce qui avait été fait et réactualisé en 2019. Et la partie campagne de mesure de polluants, et c'est là où c'est la grande nouveauté, c'est qu'elle est demandée aux étapes clés de la vie du bâtiment. Donc, je vais vous présenter ça de manière un peu plus fouillée après. Parce que c'est un des points aussi importants de différenciation de cette nouvelle réglementation. Tout ça doit mener évidemment à un plan d'action qui est souple et adaptable, dont le fréquentiel n'est pas notifié, mais qui doit être fait autant que nécessaire, en fonction des actions qui sont menées, des différentes études et diagnostics qui vont être menés dans votre établissement. Il y a pas mal, alors je vous dis dorénavant, hein, il y a pas mal de schémas comme ça et de synoptiques que j'aurais pris qui sont issus du guide du CEREMA et que Anne, je crois, vous fera passer, vous mettra à disposition voilà, l'issue. Alors, le calendrier, parce qu'il y a des actions à mettre en œuvre, mais quel est le calendrier? Donc, les établissements soumis à la réglementation au 1er janvier 2023, donc de facto à ce jour, hein, tous les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans, donc crèche, halte garderie, et tous les établissements d'enseignement de formation professionnelle du premier et du second degré, et les accueils de loisirs. Sont également aussi concernés à partir du 1er janvier 2023 tous ceux qui avaient déjà initié la mise en œuvre du suivi de la qualité de l'air intérieur et donc qui avaient déjà lancé et mis en application les anciens décrets. À partir du 1er janvier 2025, les établissements concernés sont les structures sociales et médico-sociales, les structures de soins de longue durée rattachées aux établissements de santé, et puis tout ce qui est établissement pénitentiaire recevant des mineurs. Donc, on a toujours un petit décalage de planning comme auparavant entre la petite, moyenne ou grande enfance et puis et la grande enfance, on va dire. Voilà. Grosse différence aussi, la partie établissement d'activité physique et sportif. Vous avez des activités aquatiques sont hors du périmètre. Pourquoi? Parce que une piscine, c'est pas du tout la même pollution qu'un établissement scolaire. Une piscine, c'est une gestion de bassin, donc c'est des AOX ou des THM, donc c'est une autre pollution qui est plus spécifique. Et donc, elle n'est pas, ces établissements ne sont pas concernés par cette réglementation. Donc, un exemple de déroulement pour un établissement lambda. Donc, on va dire, si je reprends un établissement, une crèche, on va dire. Donc, la date d'entrée en vigueur, 1er janvier 2023. Donc, à faire avant le 31 décembre de cette année, l'évaluation annuelle des moyens d'aération avec la mesure du CO2 en direct. La campagne de mesure de polluants, si vous allez réaliser des travaux dans votre établissement. Dans ce cas-là, il faudra faire des mesures de polluants. C'est les étapes clés de la vie du bâtiment qu'on va voir après. Et après, la partie autodiac qui sera à faire tous les 4 ans et à faire au plus tard au 31 décembre 2026. Et le plan d'action qui en découle.
Il y a une petite phrase là que j'ai repris parce que je trouve toujours intéressante. La responsabilité de la surveillance de la QAI appartient au propriétaire ou à l'exploitant des lieux si une convention le prévoit. Il y a une phrase sibylline finalement que personne n'y échappe. En gros, ça veut dire ça, que ça soit chef d'établissement, que ça soit exploitant, propriétaire, voilà. Quoi qu'il arrive, tout le monde doit mettre en œuvre et doit dérouler cette réglementation et cette surveillance. Par exemple, pour une concession, pour un marché de concession pour une crèche, c'est l'exploitant qui, si c'est précisé dans le contrat. Oui. Alors, qui peut faire quoi? Parce que vous avez vu que les fréquentiels différaient un peu, et donc je suppose que dans la mise en œuvre, pour vous, c'est quand même un point assez important. Donc, dans le guide du CEREMA, ils ont repris un petit tableau comme ça, un peu synthétique, qui permet de voir pour les différentes étapes qui peut faire quoi. Il n'y a pas de grands changements par rapport à l'ancienne réglementation. Ça reste assez identique, sauf pour la partie campagne de mesure, où dans la succession des précédentes réglementations, il y avait une possibilité de faire les prélèvements des mesures de polluants par les uns ou les autres, par un service technique, par un prestataire externe. Maintenant, tout ce qui est prélèvement, plan d'échantillonnage, prélèvement et mesures de polluants doivent être faits par un organisme accrédité COFRAC. Donc, c'est le point le plus différencié par rapport à la précédente réglementation. Alors, le fameux guide du CEREMA, qui est, vous avez quand même 160 pages, avec différents tomes sur les différents sujets, des fiches et des fiches aussi, des fiches d'action, des fiches d'explication par rapport à la partie ventilation. Donc, il est assez complet. Ce guide du CEREMA renvoie aussi à certains guides du CSTB par rapport à tout ce qui est mesure du CO2, entre autres, et en particulier sur la partie mesure du CO2. Hop, excusez-moi. Donc là, je vais dérouler les différentes étapes qui vous sont demandées. Donc, l'évaluation des moyens d'aération qui doit être réalisée, donc je dis bien de fréquence annuelle par rapport à avant. Donc, sur la mise en œuvre, vous avez déjà dans le guide du CEREMA un modèle de rapport qui vous est proposé. Où le faire et quelles sont les pièces qui sont concernées pour réaliser cette évaluation des moyens d'aération qui consiste au final à une approche plus visuelle de vos moyens d'aération que vous avez dans votre établissement. Donc, les pièces qui sont concernées, ça va être toutes les salles de classe. Donc, les salles d'activité aussi, les dortoirs dans les établissements. La nouveauté, c'est les salles de restauration et les bâtiments sportifs accolés aux établissements d'enseignement. Donc, le gymnase dans un collège, le gymnase à côté qui fait partie de l'établissement doit être aussi instrumenté ou en tout cas investigué. Voilà la nouveauté. Alors, les nouveautés, je vous ai mis un petit macaron là pour vous montrer les nouveautés par rapport à l'ancienne réglementation. Voilà, les pièces concernées. Et alors, il y a un petit encart qui notifie que en fait, certaines pièces ne sont pas à prendre en compte lorsque c'est les pièces qui sont concernées, qui sont les locaux à pollution spécifique, donc c'est-à-dire les pièces, les salles de TP, où vous pouvez avoir de la manipulation de produits chimiques. Dans ce cas-là, on appelle ça des locaux à pollution spécifique parce que c'est un local où finalement la pollution qui est générée n'est pas générée par l'être humain. Donc sur ces locaux-là, ils ne seront pas à prendre en compte dans l'évaluation annuelle des moyens d'aération. Donc les pièces exclues, finalement, sont toutes les pièces qui relèvent du Code du travail ou les locaux à pollution spécifique. Donc ceux-là ne seront pas à prendre dans le dispositif et ne seront pas investigués. Le plan d'échantillonnage,
reste identique au précédent décret. Donc, soit Attends, votre... Anne-Estelle, juste sur la slide précédente, je pense qu'il y a des personnes qui sont de l'hospitalier et du médico-social qui sont là aujourd'hui. Donc, on Alors, a les exclusions sur la partie, pour ceux qui entrent, qui sont concernés à partir de 2025, c'est pas encore précisé, quoi. c'est pas encore précisé. C'était comme sur les décrets précédents, c'était un peu pareil en fait. Tu avais 2023, c'était médico-sociaux, et finalement, on n'a jamais eu de guide, aucun guide n'est sorti pour les médico-sociaux. Et là, ils ont bien reprécisé, par contre, en tout cas dans le guide du CEREMA, qu'il y aura 2 nouveaux textes d'application qui seront mis en œuvre pour la partie médico-sociale. Ouais, c'est bien précisé hein, sur le guide du CEREMA, les catégories d'établissements concernés par le guide plus spécifiquement. Voilà. Alors, le plan d'échantillonnage reste le même qu'auparavant. Donc, un établissement comporte moins de 6 pièces. Dans ce cas-là, on fait toutes les pièces, on va investiguer toutes les pièces. Et si l'établissement comporte plus de 6 pièces, on va investiguer au moins 50% des pièces avec un minimum de 5 pièces et un maximum de 20 pièces. Donc, au final, vos investigations vont varier sur une gamme de 5 à 20 pièces. Ces pièces, il va falloir les choisir de manière raisonnée sur l'établissement, à savoir si vous avez un établissement avec différents étages, on va les investiguer différents étages. On va regarder par rapport aussi aux activités et à l'usage finalement des pièces. Et aussi, on va prendre en compte les moyens d'aération. C'est-à-dire que si vous avez une partie du bâtiment qui est en ventilation mécanique et une autre partie du bâtiment qui est en ventilation naturelle, on va essayer d'aller investiguer à la fois la partie ventilation mécanique et ventilation naturelle pour avoir un retour de la globalité de l'ensemble du bâtiment. Donc, à faire en termes d'évaluation, ça reste toujours assez... alors, je vais dire, moi, en tant que bureau d'études, hein, pour moi, ça reste assez basique. Ça permet d'avoir un retour sur le bon fonctionnement de votre ventilation, mais en mode on-off, ça marche ou ça ne marche pas, puisqu'on n'a pas de mesure à faire. On va aller vérifier juste avec un simple, on peut faire le test au mouchoir au niveau des bouches, voir si ça souffle ou ça souffle pas. C'est ce qui est demandé. On vous demande de regarder aussi tout ce qui est bouche, voir si les bouches sont propres. On vous demande aussi d'aller voir un peu plus, là, cette fois-ci, les caissons. Alors, centrale de traitement d'air, caissons d'extraction. On va regarder par contre ce qui était pas moins demandé dans le précédent décret, et là ils appuient davantage, c'est la partie balayage et flux d'air, c'est-à-dire est-ce que ma bouche, j'ai bien un flux d'air dans le bon sens en termes de soufflage et de reprise si j'ai une centrale, par exemple, une centrale de traitement d'air double flux. On va aller vérifier aussi pour la partie ventilation naturelle, tout ce qui est présence ou non d'ouvrant, et vérifier tout ce qui est accessibilité et la partie manœuvrabilité. À savoir, c'est ce qu'on voit beaucoup, hein, la problématique alors, entre les plans Vigipirate, l'armoire qui a changé de place, ou alors aussi sur la partie ventilation mécanique, la bouche qui est mal positionnée et ça donne un flux d'air qui arrive directement sur la maîtresse. Alors du coup, on l'obture pour éviter, pour pas que ce soit désagréable. Donc voilà, tout ça c'est à relever, mais que sur la base de votre plan d'échantillonnage. Donc de 5 à 20 pièces max. Et il est demandé dans ces nouveaux décrets aussi de réaliser une mesure directe de la concentration en CO2. Donc, cette mesure va être faite suivant le plan d'échantillonnage, donc de 5 à 20 pièces, avec des capteurs CO2 sur 2 heures. Donc, ça, je vous présenterai à la fin de mon diaporama comment on peut réaliser cette mesure directe. Les délais. Donc, au-delà hein, de l'aspect planning de mise en œuvre, de mise en application des décrets, pour le rapport en tout cas d'évaluation des moyens d'aération, il est demandé à ce que l'auditeur, celui qui réalise la prestation, transmette dans les 30 jours le rapport.
au propriétaire ou si une convention le prévoit, l'exploitant du bâtiment, qui lui doit informer dans les 30 jours le chef d'établissement au directeur d'école des résultats, qui lui doit informer aussi dans les 30 jours voilà, le directeur d'école ou le chef d'établissement qui va en informer aussi également donc les membres du conseil d'école, le conseil d'administration, commission d'hygiène et de sécurité. Voilà, donc il y a un délai de 30 jours successifs entre les différents intervenants. Il n'y a plus de demande d'affichage d'affiches suivies de la qualité de l'air comme il était demandé autrefois. On devait afficher ça à l'entrée de l'école. Maintenant, ce qui est demandé, c'est d'afficher les conclusions à l'entrée de l'école pour que tout un chacun puisse en prendre connaissance. Alors, ce rapport annuel, vous avez un modèle qui est proposé dans le guide du CEREMA. L'évolution par rapport aux anciens décrets, c'est que la liste des informations minimales a été réduite et que le format du rapport n'est plus imposé par un modèle réglementaire comme il l'était autrefois. On peut proposer nos propres modèles sous format Excel ou autre, à partir du moment où tous les éléments sont bien proposés dans le modèle. Donc, on peut partir sur un modèle fichier Excel comme sur un Word, comme voilà, loisir de chacun. Là, je vous avais mis un exemple de restitution synthétique que nous, on a pu faire par rapport à l'évaluation des moyens d'aération pour essayer de synthétiser et de rendre lisibles les résultats, parce que c'est vrai que même si ça reste assez simple comme approche technique, l'évaluation annuelle des moyens d'aération, la restitution peut paraître parfois un peu barbare pour les uns et pour les autres. Alors, donc on a vu la partie évaluation des moyens d'aération. Maintenant, on va voir la partie campagne de mesure de polluants qui était fait, si vous vous souvenez, par rapport aux anciens décrets tous les 7 ans. Maintenant, c'est demandé que aux étapes clés de la vie du bâtiment que l'on va voir après. Que mesurer? Toujours le formaldéhyde et le benzène, hein, c'est des CMR. Formaldéhyde, polluant qu'on retrouve qui vient de l'air intérieur et donc de tout ce qui est rénovation bâtie. Le benzène qu'on va pouvoir retrouver aussi dans le bâtiment, qui est plus issu de la combustion, mais qu'on va retrouver aussi d'usage. Hein. Quelqu'un qui vient de fumer une cigarette, voilà, aller faire une mesure de benzène à proximité, je vous assure que le matériel, les taux sont assez importants. Donc voilà, la partie usage aussi et de ce que l'on fait et de ce qu'on apporte, nous, en tant qu'humains, est aussi important à prendre en compte. Et après, la partie CO2, alors là, qui va être recalculée sous la forme de l'indice de confinement que l'on avait déjà auparavant, que l'on va continuer à suivre. Ça s'appelait l'indice ICONE, ça reste aussi l'indice ICONE. Le seul changement par rapport au précédent décret, c'est uniquement les niveaux seuils à partir duquel on va demander à ce qu'il y ait des actions. Précédemment, on avait des seuils qui étaient plus importants d'actions et suite au Covid, les seuils en termes de CO2 ont été abaissés de manière drastique. Et je vous l'avoue, en tout cas, mon retour d'expérience, je trouve difficile parfois à atteindre du fait de vos bâtis et de vos ventilations en place. Les paramètres de confort qui ne sont pas demandés de manière réglementaire, mais qu'on doit mesurer en parallèle parce qu'on en a besoin aussi dans le cadre de la mesure du formaldéhyde et du benzène. Oh, excusez-moi. Alors, les valeurs guides, les objectifs. Je vous ai dit que ces nouveaux décrets intégraient la nouvelle valeur guide pour le formaldéhyde qui est maintenant à 100 microgrammes par mètre cube pour une exposition à court terme. Le benzène, on reste toujours sur la même VGAI, donc valeur guide d'air intérieur, qui a 2 microgrammes par mètre cube pour une exposition longue durée.
Dans le cadre des campagnes de mesure, au-delà de ces valeurs guides qui sont données pour tout à chacun, que ce soit dans vos établissements, comme moi dans mes bureaux, comme à la poste, comme voilà, dans tout établissement. Dans le cadre de ces campagnes de mesure pour la petite enfance, moyenne enfance, il y a des valeurs qui ont été posées pour pouvoir lancer des investigations complémentaires et ou prévenir le préfet. Donc, pour le formaldéhyde, maintenant, la concentration, c'est une concentration supérieure à 30 microgrammes par mètre cube où on est obligé de mener des investigations complémentaires. Et supérieure à 100 microgrammes par mètre cube, là, par contre, on a une obligation d'information auprès du préfet et il faut fermer les locaux qui ont été investigués et pour lesquels on a mesuré cette concentration. Le benzène, on va être sur une concentration supérieure à 10 microgrammes par mètre cube et l'indice de confinement pour le CO2 sera à 5. Donc là, vous voyez, il y a une petite modification et une évolution par rapport au précédent décret ou avec des valeurs guides qui restent plus importantes pour le formaldéhyde à 100. Et en investigation, on reste à peu près sur les mêmes niveaux. Alors, les fameuses étapes clés du bâtiment. Quand est-ce que je vais lancer ma campagne de mesure de polluants? Donc, ces étapes clés ont été présentées là, dans le cadre des arrêtés, mais également dans le guide du CEREMA, ils le reprennent. Soit vous avez des actions de gros œuvres, donc livraison d'un bâtiment neuf, extension d'un bâtiment existant, des rénovations un peu lourdes, soit au niveau énergétique comme au niveau ventile. Dans ce cas-là, vous allez devoir faire une mesure complète, une campagne complète de polluants. Vous avez des petits et moyens travaux. Alors, ce qu'ils appellent petits et moyens travaux, ça va être modification sur un système de ventile, passe d'un simple flux, double flux. On crée des ouvrants sur l'extérieur, on change la menuiserie, on change un revêtement de sol, on fait une rénovation au niveau de tout ce qui est faux plafond. Tout ça, ça génère aussi une modification de la qualité de l'air, potentiellement parce que vous pouvez apporter de nouveaux polluants ou parce que vous allez pouvoir, si vous mettez en place une ventile, peut-être diluer des polluants existants. Et dans ce cas-là, vous allez devoir faire des campagnes, soit complètes et soit partielles, et on va voir que c'est assujetti à une info ou une information de surface seuil. Et après, vous avez action sur les locaux. Là, ceux qui vont être intéressés et considérés, c'est ce qui va être pris en compte, en tout cas, c'est tout ce qui est le changement de disposition de pièces. J'ai une pièce qui était destinée à un bureau. Finalement, je vais faire un local, ça va devenir un local d'entretien. J'ai une pièce qui était un dortoir. J'en fais une pièce de changement de couche. Voilà, toutes ces dispositions de pièces, si vous changez la disposition des pièces, soit en termes d'usage, soit en termes de remaniement, là, c'est une action sur les locaux. Et il va falloir aussi faire des mesures entre autres, de CO2. J'ai une évolution aussi de l'effectif de ma classe. Je rajoute 10 personnes de plus dans ma classe, 20 personnes de plus, voilà, où je passe en demi-classe. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Il faut faire une mesure de CO2. Donc, le tableau qui est présenté dans les arrêtés, le voilà. Donc, gros travaux neufs et réhabilitation. Vous voyez, donc petits et moyens travaux, tout ce qui est action sur les locaux, avec indiqué tout ce qui est campagne complète des polluants réglementaires, donc formaldéhyde, benzène, CO2, ou alors partiel, donc que formaldéhyde si vous allez toucher tout ce qui est revêtement de bâti intérieur, ou campagne partielle, ça peut être aussi quand vous avez des travaux sur les parois intérieures. Et après, la notion de seuil va être assujettie finalement à la typologie ou à l'importance de votre établissement. Soit vous êtes une petite école
donc moins de 7 classes, soit vous êtes entre 8 et 12 classes, soit vous êtes au-dessus de 13 classes, soit établissement d'accueil collectif, donc accueil de loisirs. Ou tout ce qui est établissement d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans. Donc, en fonction, vous avez des seuils qui sont à appliquer, en fait. Et ce seuil, ce pourcentage, il va être calculé par rapport à la surface qui va être considérée dans le cadre des travaux par rapport à votre surface globale. Ça, on va le voir après. Donc, ce seuil, il se calcule en prenant la surface de plancher des pièces concernées par les travaux sur la surface de plancher des pièces du bâtiment ou de l'établissement concerné. Donc, alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les arrêtés ont détaillé certains cas particuliers. Si votre établissement est constitué d'un ou plusieurs bâtiments, la campagne de mesure des polluants concerne l'ensemble du bâtiment dans lequel l'étape clé est réalisée, c'est-à-dire j'ai un collège, j'ai un bâtiment A, B, C. Si je fais des travaux que dans le bâtiment A, je ne prendrai en considération que le bâtiment A. Donc aussi, dans le cas où l'établissement est intégré dans une partie du bâtiment, la campagne de mesure des polluants concerne uniquement l'ensemble de l'établissement. Ça, c'est plus à vocation rurale, c'est-à-dire j'ai un établissement scolaire qui est imbriqué avec la mairie, qui est imbriqué, voilà. Donc dans ces cas-là, moi, l'établissement qui est concerné, ça sera la partie scolaire. Donc je ne prendrai en compte que la partie scolaire et je ne prendrai pas en compte la partie scolaire plus mairie. Donc là, c'est bien parce qu'ils ont pris en compte. Alors nous, on en a fait pas mal en Gironde, dans des villages et petites communes, et c'est vrai que cette prise en compte est importante. Et après, dans le cas où l'établissement est concerné par plusieurs étapes clés, donc l'ensemble de la surface du plancher des pièces concernées par l'ensemble des étapes clés doit être pris en compte. Ça, je veux faire une présentation parce que c'est plus complexe. Et après, il y a la notion de 6 mois glissants. Donc, ces seuils sont valables sur 6 mois glissants à partir de la date de début des premiers travaux. Donc, ça veut dire que je commence aujourd'hui des travaux, ou j'ai commencé aujourd'hui des travaux en mars. La question de se poser avec la mise en œuvre de ces textes, est-ce que j'ai déjà fait des travaux sur ces pièces ou sur le bâtiment 3 mois avant, ou est-ce que je vais en faire aussi 3 mois après? Ou est-ce que je vais en faire d'ici 6 mois? Voilà, les 6 mois glissants, c'est pas si évident que ça à prendre en compte dans le cadre de la mise en œuvre du décret. Donc, nous, on a essayé de monter justement un petit outil pour nos clients pour qu'ils puissent prendre en compte ça et de se dire, bah mince, est-ce que je suis concernée? Est-ce que je suis au niveau du seuil? Est-ce qu'il faut que je déclenche une mesure de polluant ou pas? Alors là, j'ai repris l'exemple sur 6 mois glissants qui est présenté dans le cadre du guide du CEREMA. Je suis dans le cadre d'une école primaire avec une salle de classe, avec 5 salles de classe de 60 mètres carrés, une garderie de 100 mètres carrés. Et là, donc je suis dans le cadre d'un établissement dans une petite école. Donc voilà. Et si je fais un changement au niveau des fenêtres, si vous vous souvenez, donc on va se retrouver plus dans ce cadre-là. J'ai des seuils qui sont à appliquer de 75%. Je fais une première opération de travaux, je ne vais changer et je vais œuvrer que sur une classe. Donc, je vais changer que les fenêtres d'une salle de classe. Donc, la surface concernée par la réglementation, c'est la 400 mètres carrés, donc mes 5 fois 5 classes, plus ma garderie. Et la surface concernée par les travaux, c'est 60 mètres carrés, donc ça fera 15% des 400 mètres carrés. Donc, je suis bien inférieure à 75%. Je n'ai pas de campagne complète de polluants réglementaires à mettre en œuvre. Par contre, 4 mois après, je me dis, je vais changer les menuiseries aussi de la garderie des 3 autres salles de classe. Donc, 4 mois après, je suis bien dans mon délai des 6 mois glissants. Donc, ma surface concernée par la réglementation reste toujours mes 400 mètres carrés.
Mais par contre, ce qui est à prendre en compte pour savoir si je déclenche ou pas une des mesures de polluants, ça va être mes 60 mètres carrés de ma fenêtre de classe que j'ai fait il y a 4 mois, plus mes changements de menuiserie sur ma garderie et les trois classes restantes. Je suis en surface globale à 300 mètres carrés. 300 mètres carrés divisé par 400, 85%. Donc, je suis bien supérieure à 75%. Je dois déclencher une campagne de mesure de polluants. Voilà, c'est le cas. Je vous ai pris ce cas-là parce que c'est le cas le plus complexe, je pense. C'est cette notion à la fois c'est cette notion de mois glissant qui n'est pas si évident à prendre en compte. Alors, quelles sont les pièces à investiguer? Donc, on va reprendre, ce que c'est le plan d'échantillonnage reste identique à ce qui avait été demandé auparavant dans les anciens décrets. Mon établissement comporte moins de 6 pièces soumises à la réglementation. Là, je vais aller instrumenter les 6 pièces. Par contre, mon établissement comporte 6 pièces ou plus. Et dans ce cas-là, pareil, je vais aller instrumenter 50% minimum des pièces, donc avec un minimum de 5 pièces et un maximum de 8 pièces par bâtiment. Et après, toujours, hein, l'histoire de je répartis mon plan d'échantillonnage de manière sensée dans mon bâtiment en fonction du mode constructif du bâtiment. Je vais aller instrumenter pas que les pièces qui ont été rénovées. Par exemple, si je fais de la rénovation peinture ou si je fais des menuiseries, je vais aussi aller instrumenter des pièces qui n'ont pas été rénovées. L'objectif, c'est d'avoir une vue globale de la qualité de l'air intérieur de votre établissement. Du coup, quand tu dis maximum de 8 pièces, au titre de la réglementation, rien n'empêche de faire Non, plus. rien n'empêche de faire plus. Tout à fait. Mais c'est quand même un... Voilà, alors je sais que en termes de budget, ça reste des budgets quand même assez conséquents. Il y a 2 campagnes qui sont demandées sur le benzène et formaldéhyde. Une campagne en période de chauffe, une campagne en été. Il y a aussi des mesures de CO2 qui doivent être faites sur la campagne de chauffe. En termes de... Voilà, c'est assez lourd en termes de mise en œuvre. Il faut faire un blanc. Le benzène, il faut toujours faire une mesure aussi en l'extérieur pour pouvoir se positionner. Voilà, donc je sais que les 8 pièces, ça sera le plan d'échantillonnage. Voilà. Les mesures in situ donc, doivent être faites par un COFRAC, ce que je vous ai dit. Les résultats de la campagne seront envoyés au CSTB par le laboratoire COFRAC. Et puis, il y a un délai max de 2 mois qui doit être appliqué pour la transmission après les derniers prélèvements pour l'analyse des polluants, donc sur la seconde campagne. Là, je vous ai dit donc 2 campagnes. Là, la partie CO2, benzène, formaldéhyde, 2 campagnes. CO2, qu'une seule campagne en période de chauffe. Évidemment, on ne va pas faire les mesures pendant les vacances scolaires ou pendant la fermeture, par exemple, d'une crèche au moment de l'été, mais bien en présence des occupants. Voilà, et on doit le faire dans le mois qui suit la fin de la réalisation de l'étape clé. Et sur les 2 campagnes. Sur la mesure en continu, c'est pendant toute la période de chauffe? La mesure en continu de CO2? Ouais. C'est pendant la période de chauffe. Ouais. Donc ça impacte, ça veut dire de l'investissement en capteur. Petit boîtier, ouais. Ça veut dire investissement en petit capteur. Ceux qui en avaient fait l'acquisition pendant le plan de subvention de l'État, c'est bien. On ne prend pas n'importe quoi comme capteur, donc il y a aussi les capteurs doivent être validés et doivent suivre un certain principe sur le CO2. Sinon, la mesure n'est pas valable. Il faut que les capteurs soient étalonnés ou soient au moins étalonnés soit par le fournisseur, soit par celui qui l'utilise. Donc, il y a certaines contraintes en termes de CO2. Et ces spécifications techniques liées au matériel, parce que c'est quand même pas mal de questions qu'on a, ça on les trouve sur le guide du CEREMA ou est-ce qu'on peut trouver l'information sur le guide pour du les rédacteurs de marché? On retrouve aussi sur les 2 guides, je ne sais pas si on voit, non on ne voit pas, je ne sais pas, sur les guides du CSTB
il y a aussi, je pourrais vous faire passer, il y a une plateforme qui avait été mise en œuvre avec le ministère sur justement les suivis CO2 dans le cadre du Covid, où ils présentent différents capteurs et ceux qui peuvent être éligibles dans le cadre du suivi du CO2. C'est avec le principe NDIR. Voilà, effectivement, on peut pas, alors, je ne peux pas aller chez Leroy Merlin ou alors sur Amazon et s'acheter n'importe quel capteur pour pouvoir le placer. Ça sera pas valable pour le suivi du CO2. Alors après, on vous dit dans les arrêtés et dans le guide du CEREMA, donc ce qui est demandé au niveau réglementaire. Mais moi, je vois en termes d'investigation, de demande et tout ça, formaldéhyde et benzène restent quand même les polluants, par contre, à minima, à les rechercher. C'est des CMR, ils ont été identifiés. L'OQAI a fait pas mal de campagnes d'analyse et c'était les polluants prioritaires qui en étaient ressortis. Mais on se retrouve maintenant de nos jours, alors avec d'autres types de pollution. Moi, je vois pas mal de pollution liée à la partie moisissure avec les temps que l'on a, l'environnement que l'on a en ce moment, les établissements un peu BBC. Quand la rénovation énergétique est bien, tant que la ventilation marche bien aussi, voilà. Donc, on a cette problématique-là et vous pouvez avoir aussi pas mal, dans le cadre de rénovation, moi j'ai pas mal de problématiques liées soit sur, pas forcément que benzène et formaldéhyde, mais sur la partie COV, donc les composés organiques volatiles ou sur les aldéhydes. On peut avoir aussi un contexte de pollution physique plus lié à la poussière. Quand vous situez à proximité de grands axes routiers ou d'industrie, voilà, ou même à l'intérieur moi je le vois aussi en tertiaire, à l'intérieur des bureaux, parce que les budgets ménages sont pas forcément sont ceux qu'on diminue en priorité, voilà. Donc toutes ces pollutions-là, on les retrouve de manière un peu récurrente malheureusement sur les établissements. Voilà. En tout cas, nous, en tant que bureau d'études, on n'a pas que de la demande réglementaire et ça reste, malheureusement, on intervient souvent pour d'autres types de demandes et donc on n'est plus pas sur du préventif, mais sur de la gestion de crise ou sur du correctif ou curatif. La partie ododiaque qui doit être faite toutes les 4 ans. Donc là, vous avez un support qui est proposé dans le guide du CEREMA qui reprend en termes de formalisation et de forme, c'est beaucoup plus agréable que l'ancien, je trouve. Ça reste un peu le même type d'autodiagnostic. L'objectif est de sensibiliser et de former les différents acteurs et usagers dans l'établissement à la qualité de l'air intérieur. Donc, c'est un système d'auto-enquête avec, voilà, si les actions sont réalisées, avec positionnement si vous êtes concerné, pas concerné, donc sans objet, ou si vous êtes concerné, si vous le mettez en œuvre, vous ne le mettez pas en œuvre. Ça va permettre de pouvoir consolider derrière le plan d'action. Donc, 4 grilles indicatives, tout ce qui concerne la localisation et la gestion globale des locaux sur la partie ventilation. Localisation, pourquoi? Parce que si vous êtes à côté d'un axe routier, si vous êtes à côté d'une chaudière combustion bois, on parlait des poussières tout à l'heure, ça ne va pas être pareil. Et en benzène non plus. Voilà, donc la localisation est importante parce que l'air qu'on a à l'intérieur vient de l'extérieur, donc il faut bien aussi le prendre en compte. Et après, la partie gestion globale des locaux. Donc ça va être renseigné par le gestionnaire de l'établissement. Il y a la partie maintenance des locaux qui va être renseignée plus par la partie par les services techniques. Entretien et nettoyage des locaux à renseigner par le personnel d'entretien. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais aussi, en pollution, il y a la pollution du bâti, c'est statique, mais il y a aussi nous, il y a aussi ce qu'on fait en intervention. Je pense qu'il y a un webinaire qui va suivre avec Anne aussi là-dessus. En fonction des produits. Alors moi, les COV, on a un système qui permet de faire des mesures en direct.
j'ai des pics systématiquement quand je rentre dans des locaux qui viennent d'être nettoyés. Si j'interviens en fin de journée sur des locaux, des bureaux, et que je peux suivre le personnel d'entretien à la trace, en fait, avec mon détecteur de COV. Donc, voilà, le choix des produits et comment on le fait est important. Donc, il y a une sensibilisation qui est faite. Et après, le dernier volet, c'est la partie pédagogique. Donc là, ça va être plus les responsables d'activité, ça va être plus le corps professoral, les ATSEM, etc. Parce que aussi, pareil, les peintures, l'école, le petit produit d'entretien que l'instit a et qui garde sous son coude dans sa classe, parce qu'au cas où, voilà, mais c'est pas le lieu d'une classe d'avoir ces produits d'entretien, et ça peut générer une pollution. Donc voilà, en fonction des activités et de l'usage qu'on fait dans la pièce, eh ben, on peut générer aussi une pollution dans l'air, et donc c'est important de le prendre en compte. Donc ça, c'est la partie autodiag. On Je vous reste ai un peu fait, sur la même méthode que la réglementation précédente sur c'est l'autodiagnostic. pareil, Ouais. c'est voilà. C'est exactement, je vous dis, la forme est un peu différente et c'est plus agréable à utiliser, mais ça reste de la même. C'est vraiment un peu de choses près, celui de 2019, qui avait évolué, hein, parce que 2019, c'était la deuxième mouture. Après, je vous ai fait un petit zoom sur le CO2, parce que alors, le CO2, autant benzène, formaldéhyde, on en parlait beaucoup sur l'ancienne réglementation. On parlait aussi du tétrachloréthylène, excusez-moi, à chaque fois j'ai du mal. Dans l'ancienne réglementation, ça, on ne le mesure plus parce que les pressings ne sont plus censés l'utiliser. Donc, il n'y a plus de mesure sur ce polluant-là. Le CO2 était fait qu'en indicicone donc en période de chauffe. Donc maintenant, on vous demande toujours de le faire en période de chauffe et de deux manières, soit en lecture directe, soit en calcul d'indicicone sur les étapes clés. Pourquoi le CO2? Parce qu'on a vu, on a vu dans le cadre du Covid, hein, ça donne une bonne indication sur la partie confinement de la pièce. Le CO2 n'est pas un polluant en tant que tel, comme le formaldéhyde et le benzène qui peuvent être des CMR, mais le CO2 a quand même un effet physiologique sur notre activité et sur notre bien-être. Entre autres, je vous ai mis donc je fais un petit rappel là sur l'effet physiologique. Et là, c'est un graphe qui est extrait d'une étude anglaise ou américaine qui montre et qui dit comme quoi, en fait, finalement, grosso modo, le taux de CO2 dans une salle de classe va être aussi important, à 50% aussi important que la qualité du support et du travail du professeur. Donc, en fait, plus vous avez un taux de CO2 important, finalement, plus on est moins concentré. Et donc, plus ça va avoir une incidence sur la qualité de l'enseignement, finalement, de la classe. Alors, c'était juste un petit graphe hein, pour vous montrer la partie. Et c'est vrai, hein, l'évolution du CO2 sur une journée. Hein. J'ai un bruit de fond, taux de CO2 assez bas. En général, je suis entre 350 et 400 en fonction de l'environnement, si je suis en environnement urbain ou rural. Arrivée des élèves, donc je monte, il y a un pic. Les élèves, changement de cours ou changement de professeur, donc on ouvre un peu la porte, donc ça dégringole. J'ai une pause méridienne qui se fait. Et après, j'ai voilà, mes dents de scie classiques et habituelles avec là, une ouverture des fenêtres à l'interclasse. Et puis après, le départ des collégiens. Et puis après, je reviens sur un bruit de fond habituel. Donc ça, c'est une journée type. Hein. Avec une journée type, je vous ai pris avec des taux qui restent très raisonnables, je trouve, sur ce graphe-là, parce que ça arrive que ça soit davantage. Et donc, ce taux de CO2, on vous demande dans l'arrêté du 27 décembre 2022 donc, de faire un suivi sur 2 heures. Et donc, on va vous demander aussi d'avoir un regard sur un premier taux qui est à 800 et sur un second taux, alors là, j'aurais dû vous le remettre là, c'est à 1500. Les deux niveaux, maintenant, sont 800 et 1500, alors qu'autrefois, on était beaucoup plus élevé en termes de taux de CO2 attendu dans les calculs.
Donc ça, c'est à prendre en compte parce que 800 ppm de CO2, c'est hyper bas pour une salle de classe. Donc c'est là où c'est intéressant à noter et à prendre en compte. Donc là, je vous ai remis le tableau qui est proposé par le ministère là, sur la partie que je dois faire pour la mesure du CO2, que ce soit dans le cadre de l'évaluation des moyens d'aération. Donc là, ça, je vais le faire de manière annuelle, cette première colonne. Alors que la mesure en continu du CO2 avec le calcul de l'indice d'Icône, là, vous allez devoir le faire de manière qu'au niveau des étapes clés. Le nombre de pièces instrumentées va être un peu différent aussi, puisque là, vous avez que jusqu'à 8 pièces, alors que annuellement c'est jusqu'à 20 pièces. On reste sur une mesure à 2 heures, alors que là, sur l'indice Icône, vous allez laisser votre capteur toute la semaine. Ça, c'était comme ce qu'on avait avant. Sur les 2 heures, les 2 heures où on doit laisser le capteur, alors, ce qui est demandé, laisser le capteur pendant 2 heures dans une classe, rester à côté du capteur, faire une lecture directe du capteur et lancer des actions d'ouverture de fenêtre ou d'ouverture de porte pour voir l'action qu'a cette ouverture si vous dépassez les seuils des 800 et des 1500. Donc, voilà. Je reste sur la mise en œuvre. Je vous avoue que en tant que bureau d'études, connaissant les collèges, les écoles primaires, les crèches, je ne me vois pas dans un dortoir d'une crèche mettre mon capteur CO2 et aller ouvrir la fenêtre pendant que les bébés dorment pour voir ce que ça fait en termes d'abaissement, quoi. Dans la mise en œuvre, je trouve que c'est compliqué. Alors après, c'est mon aspect critique hein, sur voilà. Je pense, parce qu'il faut quand même qu'il y ait des enfants dans la pièce pour pouvoir avoir le taux de CO2. Donc, je pense que dans la mise en œuvre, là, c'est intéressant. Pour moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on peut avoir un retour direct de l'action d'ouverture, etc. Mais dans la mise en œuvre, je pense que ça va être compliqué. Voilà, c'est mon retour de BE et je pense que vous allez me dire encore mieux, vous, parce que vous avez vos établissements et que vous voyez comment ça fonctionne. Mais même moi, rester 2 heures dans une salle de classe à suivre un cours, il n'y a pas de souci, mais aller ouvrir les fenêtres et tout ça, ça va perturber le corps professoral, à mon avis, va dire non. Mais bon. Tu me Donc ça, c'est les permets, deux guides. Anestelle, juste pour compléter sur ce que tu viens d'évoquer là, sur la mesure de CO2, effectivement, elle a été écrite de cette façon-là et le retour d'expérience et puis les échos que l'on a pu avoir sur les collectivités qui ont mis en place, effectivement, c'est une vraie contrainte. C'est vraiment vécu comme une contrainte. Donc, effectivement, il y a eu une écoute et je pense que peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont être un peu revues, enfin, réadaptées, en fait, pour que parce que le but, c'est quand même que la mesure soit faite, hein. C'est pas pour rendre la mesure difficile, mais le retour d'expérience montre qu'effectivement, il y a des choses peut-être à revoir. Donc, à voir dans les… Oui, je pense que après une mesure, alors moi la cinétique, nous autant on fait de la mesure avec des radiélos comme on a vu sur benzène formaldéhyde, autant on fait de la mesure aussi avec des capteurs. Moi la cinétique, je trouve ça hyper intéressant pour pouvoir voir justement les actions, avoir le bruit de fond, les actions et on le voit bien hein, sur le graphe que je vous ai présenté. Ah oui, c'est très bien montré, ouais. C'est criant de vérité, donc c'est hyper intéressant, mais dans la mesure in situ, je pense que quand nous on a commencé à le mettre en œuvre, c'est galère. Ah, mais je te Honnêtement, c'est rejoins, hein. hyper galère. Voilà. Donc voilà, et puis déjà c'est galère pour le reste, donc ils vivent tout ça comme une contrainte, je pense que voilà. Mais il y a un réel intérêt parce que ça peut permettre de définir des actions simples et directes à mettre en œuvre. C'est là où c'est intéressant. Les actions, elles peuvent être parfois hyper simples. Donc là, je vous disais, c'est les supports. Et pour finir, donc la partie plan d'action qui doit être mise en œuvre avec une fréquence autant que nécessaire. Hein, à partir du moment où vous faites un nouveau diagnostic, il y a de nouvelles actions qui sont faites, des mesures, des améliorations, voilà. Le plan d'action doit être mis à jour, tant en termes de planification que de suivi et d'enregistrement.
Donc ça, et c'est intéressant parce que ça permet de mettre en exergue et de voir un peu l'évolution qu'on met en œuvre dans notre établissement. En tout cas, nous, on travaille, on est bureau d'études, analyse de risques sanitaires. Donc, je trouve que c'est un outil qui est plus qu'intéressant, le plan d'action, parce que ça peut aussi valoriser, et c'est là de temps en temps, où vous, en tant que maître d'ouvrage, parfois vous oubliez certaines actions que vous avez pu mettre en œuvre, et ça permet de valoriser ces actions-là, en fait, aussi. Donc, il y a une proposition de plan d'action qui est donnée au niveau du CEREMA, dans le guide du CEREMA, avec mon établissement intitulé de l'action, l'objectif, la méthode et outils, qui pilote. Alors ça, c'est toujours important, hein, qui pilote. Le groupe de travail est hyper important là-dessus, parce que ça permet de sensibiliser et que les choses soient faites de manière, soient mises en œuvre réellement et de manière pérenne. Avec les partenaires qui je fais intervenir, les échéances et l'État. Donc, si je suis en cours, réaliser, clôturer, etc. Donc là, je vous ai remis cet exemple de plan d'action. Nous, on a d'autres exemples de plans d'action qu'on a pu mener parce que dans le cadre des accompagnements qu'on a pu faire, par exemple sur Bordeaux Métropole, on avait déjà choisi à l'époque de faire plutôt l'évaluation des moyens d'aération plus le plan d'action. Et donc, du coup, on a mis en œuvre des plans d'action sur tout l'ensemble des écoles, en tout cas écoles et crèches de Bordeaux. Voilà, ce qui nous a permis, dans le cadre du Covid aussi, de pouvoir donner des préconisations de réouverture des établissements avec un nombre de classes. Parce que, alors là, ça c'est mon retour BE aussi. Ce que je vous disais, l'évaluation des moyens d'aération, c'est bien, mais c'est quand même assez basique. Et que, en tout cas, nous, en tant que bureau d'études, on vous incitera davantage à aller vers un réel audit et à avoir une réelle connaissance de l'ensemble de vos installations, à la fois sur la partie visuelle, savoir ce que vous avez comme centrale de traitement d'air, avoir le synoptique de distribution, savoir ce que ça distribue en termes d'air, faire des mesures de toutes les bouches. Voilà, toutes ces informations, avoir une réelle connaissance de ces installations aéroliques et quand même permet d'avoir en tout cas un certain confort dans la gestion quand vous avez une gestion de crise. En tout cas, nous, on l'a expérimenté dans le cadre du Covid et de la réouverture des établissements sur Bordeaux. Ce sont des choses qu'on peut demander dans un contrat de maintenance, par exemple? Oui. Ouais. Alors, dans le contrat de maintenance, oui. Et de toute façon, maintenant, les exploitants, en tout cas, nous, au niveau des collectivités, de plus en plus, dans le cadre des contrats, il y a quand même alors, ça reste toujours un peu succinct, mais il y a un peu plus de choses sur la qualité de l'air. Et il est davantage demandé maintenant, la mise en œuvre de la réglementation, ça c'est important, mais aussi également des suivis QAI en termes de nettoyage, centrale de traitement d'air et gaine aérolique. Il peut être demandé aussi les dossiers d'installation, de ventilation des centrales de traitement d'air aussi, qui sont pas toujours, que les gens n'ont pas toujours. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent être déclinées et c'est de plus en plus demandé dans ce cadre-là. Ça, c'est une mise en œuvre, ouais. Et ce qui est bien, parce que c'est nécessaire. Et alors, que vous fassiez soit directement par votre exploitant ou vous en direct maître d'ouvrage aussi. Et après, dernier point aussi que je voulais dire aussi. Alors, je ne sais pas, suivant comment vous êtes organisé, service technique, chef d'établissement, autre, vous avez vu que tout le monde est un peu concerné. Et là, du coup, moi, je fais un webinaire grâce à Anne sur cette réglementation. Moi, en tout cas, sur mes propres clients, j'essaye de faire attention d'aller donner une information sur cette réglementation, tant à la fois sur les services d'exploitation que sur les services de travaux.
parce que sur les grosses collectivités, c'est des services souvent différents. Et au final, vous voyez bien que les états clés concernent les travaux pour beaucoup. Et donc, si les services travaux n'ont pas intégré et n'ont pas pris connaissance de cette réglementation, ils ne le mettent pas au cahier des charges. Ce qui est un petit peu dommage que ça ne soit pas intégré au cahier des charges des travaux, des services travaux. Donc voilà. Et C'est, le webinaire est enregistré, vous aurez le lien vers le replay à faire suivre aux collègues si besoin. mais c'est important de le faire parce que c'est vrai que sur les grosses collectivités, nous, on le voit et du coup, on le déploie à la fois au service technique, la partie exploite, même énergie et les travaux. Et après, juste, ça avait fini, là, c'était juste, parce que souvent, on me dit, bon, oui, d'accord, hein, bah, elle est bonne, ma qualité d'air est toujours est au top. Alors, du coup, voilà, quelques petites photos de réseau, toiture de prise à arrivée d'air neuf, des caissons de prise d'air neuf, vous voyez, très propres, comme vous pouvez le voir. Des centrales de traitement d'air avec des filtres encrassés qui ne sont pas changés ou qui sont juste retournés ou voilà. Vous avez la partie des gaines qui sont désolidarisées du départ de la centrale. Là, vous voyez, dans le manchon, on a un oiseau mort. Là aussi, pareil, des connexions. Là, c'était un flexible, il était complètement arraché. Quoi, on a quand même il y a une certaine réalité hein, en termes de ventilation, où on reste quand même le parent pauvre du bâtiment et pour lequel, de toute façon, en termes travaux, investissements et en termes aussi d'exploitation, on a souvent des qualités d'air qui peuvent être quand même assez mauvaises au niveau de la distribution. Et après, ça, c'était juste pour vous dire que au-delà de la mise en œuvre d'un nettoyage, des réseaux, on peut aussi faire des inspections des réseaux. Donc ça, c'est plus par rapport à tout ce qui est les réseaux qui sont davantage inaccessibles. Il y a possibilité de lancer une petite caméra et de pouvoir faire un diagnostic de vos réseaux comme ça et pour pouvoir faire un point avant de mener des campagnes de nettoyage. Ça, c'est pour la mise en œuvre.